française dans cette université. Vous avez effectué votre thèse à la Sorbonne. Dans cette thèse, vous vous êtes intéressé au roman feuilleton, et en particulier aux éléments qui provoquent chez le lecteur une addiction. Et vous dites, je vous cite, que vous avez toujours veillé à contaminer vos élèves de votre amour pour la langue de Molière et pour la littérature française et francophone. Vous voyez, chers amis, par ces temps de Covid, qu'il n'y a pas que des virus malfaisants. Alors, actuellement, vous occupez le poste de chef du département de lettres françaises et celui de vice-doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à la prestigieuse université Saint-Joseph de Beyrouth. Vos recherches portent notamment sur la réception des séries télévisées par le téléspectateur, puisque celles-ci suivent le même mode de fonctionnement narratif que le roman feuilleton. Vous cherchez par ailleurs à valoriser la francophonie libanaise. Chaque année, vous invitez 2 enseignants étrangers au Liban pour assurer des séminaires. Vous avez également mis en place des événements culturels d'envergure, présentation de films en avant-première, devant 1500 spectateurs, j'ai noté, conférence de Stéphane Bern avec 1200 participants, l'événement Mon Liban francophone, où les étudiants libanais ont réfléchi à ce que leur pays avait apporté au monde de la francophonie. Vous assurez aussi des cours à l'étranger, à Dubaï, au Tchad, en Italie, en France, autour de la culture francophone du Liban, dont vous devenez alors l'ambassadeur culturel. Enfin, si je peux dire, de concurrence entre ambassadeurs. Enfin, vous gérez les réseaux sociaux du département de lettres françaises, qui compte plus de 5000 abonnés. Vous y effectuez quotidiennement des publications liées à la francophonie. Et j'en suis témoin parce que très vite j'ai trouvé sur LinkedIn, à peine le comité du prix avait-il fait son choix, que j'ai découvert une magnifique page sur LinkedIn, que je me suis empressé d'ailleurs de retransmettre. S'il fallait qualifier votre vision de la francophonie en un mot, et je vous cite, il s'agirait du terme carrefour, carrefour de rencontres, carrefour de pensée, carrefour d'enthousiasme. Fin de citation. Sachez que moi aussi, je m'efforce de faire du cercle Richelieu-Senghor un carrefour où se croisent les cultures et où se rencontrent les passionnés de francophonie. Alors, cher monsieur Akiki, je vous cède le micro et vous avez choisi comme thème francophonie, l'exception libanaise. Merci beaucoup. Donc, mesdames, messieurs, je me dois de commencer par réitérer mes remerciements au comité du Cercle Richelieu-Senghor pour l'honneur qu'il me fait en m'attribuant ce prix. Le nom du prix et du cercle sont si imbriqués à ma personnalité que je ne peux m'empêcher de partager avec vous un pan de mon histoire personnelle. D'une part, Richelieu, qui m'a accompagné pendant mon adolescence et surtout pendant mes années de thèse, où je le retrouvais à chaque coin de page des 3 mousquetaires. D'autre part, Senghor, qui était au programme avec ses éthiopiques en 99 lorsque j'ai présenté mon bac. Un si beau métissage qui a veillé à la clôture de 3 étapes de mon existence. Senghor pour le bac, Richelieu pour le doctorat, et Richelieu-Senghor au moment où je viens de fêter mes 40 ans. 40 ans où j'ai parlé en français, où j'ai rêvé en français, où j'ai aimé en français, où j'ai pleuré en français, où j'ai soulagé en français. Les verbes peuvent se multiplier à l'infini. Il faut dire que dès mes 6 ans, mon arrière-grand-mère, mon grand-père, ma grand-mère et ma mère m'ont nourri aux chansons françaises des années 20 et 30. C'était très traumatisant, je peux vous en assurer. Donc Bert Silva, Mistinguett, Fréhel sont rapidement devenus des compagnons de route, même si je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais en grandissant, on découvre beaucoup de messages. 40 ans où, et je vais reprendre le verbe, où j'ai contaminé, ce verbe sonne bien en ces temps particuliers, d'autres personnes, élèves et étudiants, en leur communiquant mon enthousiasme pour cette langue, pour cet état d'esprit. Parce que la francophonie est partage, et parce que la francophonie est hospitalité. 40 ans que j'ai vécu au Liban, seul pays francophone du Moyen-Orient, pays du métissage par excellence. Pays de 10 452 km², où 18 communautés religieuses coexistent. Pays que l'on appelait la Suisse du Moyen-Orient, dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
pays en effondrement total depuis 2 ans, pays qui, dans la sphère francophone mondiale, constitue une exception particulière que j'aimerais vous faire découvrir en ce laps de temps qui m'est accordé. Pendant ce laps de temps, je me transformerai en Hakawati. Un Hakawati, c'est le conteur oriental, pour vous guider sur la route de la francophonie libanaise. Vous pourrez également, en scannant le code QR devant vous, visualiser le propos que je vais dire à partir d'images précises. L'expérience du voyage sur place en sera plus plaisante. En fait, vous avez reçu des codes QR. C'est un site que j'ai mis en place avec les différentes photos qui illustrent ce que je vais dire. Donc en fait, vous allez retrouver progressivement, vous allez comprendre aussi à partir de ces photos et de ce que je vais dire, pourquoi les tables sur lesquelles vous êtes assis, portent ce nom en fait. Voilà, donc je pense que tout le monde a pu scanner le code QR et vous êtes tombé sur plusieurs photos. Je vous demanderai de limiter votre curiosité et d'essayer de faire défiler progressivement. Il y a juste un certain moment, vous allez voir des photos sur lesquelles il y a 3-4 points. En fait, ce sont des photos qu'il faut faire défiler à l'horizontale, en fait. Voilà. Par sa position géographique, le Liban a, depuis la nuit des temps, été un carrefour singulier. Pays sur la Méditerranée, au milieu de la carte entre le nord et le sud, porte entre l'Orient et l'Occident, il a reçu en héritage de nombreuses civilisations. Au commencement, les Phéniciens, descendants des Cananéens qui ont habité les côtes du Liban. Si les rois des 3 grands royaumes phéniciens n'ont jamais réussi à trouver de terrain d'entente et faisaient appel souvent aux Égyptiens ou aux Perses pour régler leurs différends, l'histoire se répète jusqu'à aujourd'hui, pour vous rassurer. Il n'en demeure pas moins que ces mêmes Phéniciens sont à l'origine de 2 grandes figures féminines dans l'histoire de l'humanité. La première est Didon, c'est pour ça qu'il y a une table qui s'appelle Didon, ou Élissa comme on dit chez moi, qui fuit la Phénicie et se réfugie en Afrique du Nord où elle fonde Carthage. C'est là que son histoire d'amour avec Énée voit le jour avant que le jeune homme ne l'abandonne pour aller fonder la future Rome. La seconde est Europée, une autre princesse phénicienne que Zeus, déguisé en taureau blanc, enlève et dépose en Crète, fondant ainsi le continent européen. Et là vous avez une image d'Europe enlevée par Zeus. Plus tard, son frère Cadmos, parti à sa recherche, permettra l'expansion de l'alphabet phénicien dont a parlé monsieur l'ambassadeur, au sein de la Béotie, alphabet duquel dérive celui de nombreuses cultures. 2 belles histoires qui mettent en évidence des marqueurs de l'ADN libanais. L'échange culturel bilatéral. Monsieur l'ambassadeur aussi en a parlé, et très difficile là. Donc il n'y avait pas eu de concertation en fait entre nous. Voilà, ça sera beaucoup plus simple que d'utiliser des pronoms. Donc l'échange culturel bilatéral, le génie libanais hors du territoire d'origine et la culturation. La culturation qui permet d'unir diverses cultures au sein d'une même identité. Plus tard, le Liban fera partie de l'Empire romain, un nouveau carrefour qui permet l'émergence d'Héliopolis, vous en avez une photo, la Cité du Soleil, l'actuel complexe de Baalbek, mais également de Byblos ou Jbeil, mais surtout de l'antique Berytus. Berytus ou Bérite, où se côtoient grecs, juifs, romains, arabes, devient le lieu de fondation de l'école de droit de l'Empire romain. Les magistrats et les juristes de la Rome antique y font leurs études et repartent ensuite à Rome. Encore une fois, l'histoire met en évidence la fonction indéniable de carrefour de civilisation qu'est ce qui sera plus tard le Liban. Cette terre carrefour va devenir dès lors un terreau singulier, donc un carrefour singulier, là on passe à un terreau singulier pour la francophonie. Ceux qui pensent que les liens entre la France et le Liban n'ont commencé qu'au XXe siècle, à partir du mandat français institué par les accords de Saïx-Picot, se trompent entièrement. En effet, les liens entre la France et le Liban sont beaucoup plus lointains. Ils ont commencé au Moyen-Âge, à l'époque des croisades. Pas de sang, ni de haume, ni de tête tranchée à partir d'épées, mais des constructions. Comme le château de la mer voulu par Saint-Louis à Sidon. Vous en avez une photo. Il y a aussi le château de la Terre qu'on ne connaît pas, qui est un peu plus caché. Le château Raymond de Saint-Gilles à Tripoli, une autre photo. La citadelle de Beaufort dans le sud du Liban. Des échanges aussi qui fait que très souvent au Liban, jusqu'à aujourd'hui, vous rencontrerez des personnes blondes aux yeux bleus. Les jeunes ont la vie dure, je vous laisse imaginer pourquoi. Quelques siècles plus tard, François Ier, grâce à ses multiples accords avec le sultan Soliman le Magnifique, obtient le droit de protection des chrétiens de la montagne libanaise. Le concept, entre guillemets, de chrétien d'Orient voit le jour.
Louis XIV, pour sa part, sensible aux propos du cardinal Mazarin par Richelieu, nomme le cheikh Abou Nawfal al-Khazen vice-consul de France à Beyrouth en 1662. Vous avez sa photo devant vous. Cette fonction de vice-consul de France à Beyrouth sera transmise pendant 3 générations, donc de père en fils. Les politiciens libanais se sont bien inspirés de cet héritage, puisque nos dirigeants sont dirigeants de père en fils, en fille, en épouse, en beau-fils. Entre-temps, les jésuites, arrivés au Liban quelques années auparavant, en 1645, fondent un établissement scolaire au nord, à Tripoli, et l'autre au sud, à Sidon. Le père Jean Amieux, protégé par la France, développe les échanges culturels et économiques entre la France et le Liban. Donc on est au XVIIe siècle. Mais le plus grand tournant demeure bien évidemment le XIXe siècle. Les orientalistes qui découvrent le Liban et qui s'y sentent chez eux grâce à la langue française. D'ailleurs, Cocteau dira ça, on se sent au Liban chez soi, en tant que Français. Lamartine, Renan, Nerval, Flaubert écrivent de très belles pages concernant le Liban. Je vous invite vraiment à les découvrir, elles sont magnifiques. Des pages empreintes de magie, de fascination et surtout de fantasme. Nerval, par exemple, découvre au Liban le chanvre libanais, le hashish libanais, le cannabis libanais. Dans la région de la Bekaa qu'affectionnaient déjà les Romains. Il rapporte en France cette confiture verte, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui sera à l'origine du club des hashichins, ou comme on le dit en arabe, du club des hashichines, que fréquenteront Gautier, Baudelaire, Verlaine à l'hôtel de Lausanne sur les bords de la Seine et sous la supervision du psychiatre Jacques Moreau de Tours. Les auteurs français s'évadent, tripent et créent, désolé pour l'anglicisme, inspirés par le psychotrope libanais. Flaubert, quant à lui, vous avez un très beau texte de Flaubert, 2 siècles avant nous, raconte le confinement que lui a imposé sa mise en quarantaine près du port de Beyrouth à cause du... Choléra. Non, choléra, pas corona, voilà. Et c'est très intéressant parce que le confinement qu'il vit est semblable énormément au confinement que nous avons vécu, comme quoi l'histoire se répète. Les poèmes de Lamartine sur les vallées libanaises et la proximité au Liban entre la mer et la montagne sont encore jusqu'à aujourd'hui source de fierté au Liban. Un Libanais vous dira toujours que l'une des particularités de son pays est que vous pouvez skier et nager durant la même journée. Il ne l'a jamais fait, mais c'est une des particularités du Liban. Cependant, le véritable tournant pour la francophonie au Liban a lieu en 1875, lorsque les missions religieuses commencent à affluer au Liban et à prendre en charge l'éducation. Les jésuites, dont je suis un pur produit, élèves, étudiants et enseignants-chercheurs, fondent l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Il faut contrer l'avancée des protestants qui ont déjà créé en 1886 ce qui va devenir... en 1866, excusez-moi, avant. C'est un lapsus. Donc, 1866, ce qui va devenir l'université américaine de Beyrouth aujourd'hui. Les sœurs de Nazareth, là vous avez plusieurs images qui prouvent ça, les sœurs de Nazareth, les franciscaines, les frères de la Salle, les lazaristes, les carmélistes, tout ce monde, chassé d'Europe, débarque au Liban, commence à affluer au Liban et à fonder des établissements scolaires où l'enseignement se fait en français. On dit même que pendant un certain temps, les Libanais disaient nos ancêtres les Gaulois. Bientôt, sur tout le territoire de ce qui n'est pas encore le Liban, on délivre un enseignement en français à une population de plus en plus francophone. Laissées de côté, les populations de confession musulmane demandent à la France la création d'établissements non religieux pour leurs enfants. La mission laïque française, fondée en 1902, est le fruit de cette demande, puisque le 2e établissement de la mission laïque française sera créé à Beyrouth. D'autres suivront sur tout le territoire libanais. L'exception libanaise francophone est là. Jusqu'à ce moment, le mandat français n'est toujours pas mis en place. La francophonie est demandée et non imposée par la force. Elle est un levier culturel dans le pays, mais également un levier économique, diplomatique, médical. Elle est une pensée qui va. Lorsque le mandat commence et que le Grand Liban est déclaré en 1920 par le général Gouraud, le français s'impose naturellement dans la vie administrative. Le code civil et le code du commerce libanais sont calqués sur le code civil et le code du commerce français. En 1943, l'indépendance du Liban est déclarée. Elle est accordée par la France au Liban et non arrachée véritablement dans le sang. La francophonie libanaise est donc un héritage qui parvient à dépasser les cantons communautaires. Elle a été voulue par tous, elle est un point d'accord dans un pays de désaccord. Elle cohabite avec l'arabe dans une acculturation naturelle qui assimile des identités multiples. Le franc banais est la preuve de cette intégration réussie.
Qu'est-ce que le franc-banais? Le franc-banais, c'est ce français si particulier au Liban qui traduit des expressions de l'arabe au français dans les discussions de tous les jours, comme mettre ses mains dans de l'eau froide. On dit ça au Liban. Ça ne veut rien dire pour vous, mais en fait, ça veut dire ne pas être inquiet. Tout à fait le contraire de ce que je sens maintenant. L'utilisation du français en dialecte libanais est une autre preuve de cette réussite. Tout le monde au Liban, vous dites bonjour, on vous répond bonjour, même si on n'est pas francophone, ou on vous dit bonjour, deux bonjours. Chez nous, une commode s'appelle une commodine, un chiffonnier, chiffonnière. Le point mort d'une voiture se dit baoumir. Être déprimé se dit mdapras. Les mots viennent du français, ils sont juste traduits. Il faut même remarquer que des noms de lieux emblématiques du Liban ne sont qu'une refonte de termes français. La région de Raouché, dont on est très fier au Liban, dérive du mot rocher. C'est un rocher, c'est devenu Raouché. La région de Tabalis au Liban dérive du mot Tabac Paris. Tabac Paris, il y a eu une contraction, ça a donné Tabalis. La région de Rishdebin, à la base c'était Roche des Pins. Donc, vous voyez, ça entre dans notre langage de tous les jours. La francophonie se cache dans les moindres détails au Liban. Au Liban, nous parlons encore un français parfois désuet. Chez nous, la corruption nous enquiquine, puisqu'elle ne sera réglée qu'à la Saint-Glinglin, et que nous aimerions envoyer nos dirigeants au diable Vauvert. Tout ça sont des expressions que vous n'utilisez plus en France, mais que nous utilisons. Chez nous, au Liban, nous prenons quelqu'un au restaurant. En tout bien, tout honneur, ne vous inquiétez pas, mais on prend quelqu'un au restaurant, ce qui est fascinant. Nous estivons à la montagne en juin et non en juin. Rien à voir avec le club des Hachichines. Nous visitons notre grand-mère devenue monument historique. Au lieu de rendre visite, nous visitons une grand-mère. Nous nous disons au revoir en leur lançant un chaleureux « fais-toi voir ». Le tout en roulant nos airs ou en grasséant avec un accent si belge. Une explosion francophone qui prouve encore une fois, s'il le faut, le destin d'exception du français au Liban. Dans ce terreau si particulier, dans ce carrefour si particulier, il est obligatoire d'assister à la germination d'une littérature francophone singulière. Le terrain est si propice que dès 1908, avant le mandat, encore une fois j'insiste là-dessus, l'auteur Shikri Ghanem publie un premier roman en français. Bien évidemment, les premières œuvres littéraires francophones essaient de correspondre aux stéréotypes orientalistes voulus par le public occidental. On y retrouve donc un encensement de la montagne libanaise comme lieu sacré et du Liban comme berceau des civilisations. Mais ce n'est qu'après l'indépendance, à partir de 1943, que cette littérature libanaise francophone prend son essor. Georges Chhadeh, Fajrullah Hayek, Charles Gore, Nadia Twaini, André Jdid, Salah Stetiye publient dans des maisons d'édition françaises et reçoivent différents prix internationaux. Comme l'a rappelé M. Goja, en 2001, ce même Salah Stetiye était là à ma place et recevait le prix Richelieu-Senghor il y a 20 ans. Cette génération de la deuxième vague s'interroge principalement sur les questions d'immigration, d'identité nationale et d'identité personnelle. Cette francophonie fait-elle de moi un occidental? Suis-je un oriental? Suis-je arabe ou phénicien? Et le communautarisme fait alors surface, la guerre civile libanaise est aux portes, 1975, boum, le tissu social libanais vole en éclats, la littérature se tait. Plusieurs années plus tard, la troisième génération voit le jour, celle des écrivains qui ont connu la guerre. Certains sont déjà hors du Liban, comme Amin Maalouf ou Wajdi Mawad, d'autres y vivent encore. Tous, à l'extérieur ou à l'intérieur, n'ont qu'une seule envie, une seule mission. Au Liban, malheureusement, pour ceux qui ne le savent pas, il n'existe pas de consensus sur l'histoire nationale. Les événements de 1975, comme nous aimons les nommer par euphémisme, sont tus. Aucun manuel d'histoire officiel n'existe, donc aucune mémoire collective. On préfère tout passer sous silence, se murer dans une amnésie, plutôt que de se confronter à ces vieux démons. Avec le temps va, tout s'en va, dit-on. Eh bien non, c'est ce que récuse cette nouvelle vague d'écrivains. L'histoire, avec un grand H national, est criblée de trous amnésiques, qu'à cela ne tienne. Nous comblerons ces trous par nos histoires, avec petit h. Des histoires individuelles naîtra une histoire collective. Ce sera principalement le roman, l'autofiction, le roman de filiation, qui se chargeront de rétablir les fils des événements. En français, Sharif Majdalani, Georgia Makhlouf, Hiam Yared, Ramizen et Tel Adnan et tant d'autres s'efforcent de réveiller les consciences, de remuer les pierres, de relire l'histoire. D'autres, comme Zena Abirached ou Mazen Kerbaj, dessinent leur histoire sous forme de BD ou de caricature.
et des cinéastes comme Maroun Bardadi, Nadine Labaké ou Philippe Aratinji narrent les affres de la guerre sur grand écran. Tout pour faire en sorte que l'histoire arrête de se répéter inlassablement tous les 15 ans. Au Liban, le 15 semble être un chiffre porte-malheur qui sonne toujours comme une date d'expiration. 1920-1943, indépendance, à peu près 15 ans. 1943-1958, révolte libanaise, débarquement américain. 1975, guerre civile. 1975-1990, guerre d'élimination interchrétienne. 1990-2005, assassinat du Premier ministre Rafik Hariri. 2005-2020, au moment où le Liban fête les 100 ans de son existence, effondrement économique et explosion du port. 15 ans à chaque fois. C'est effrayant. C'est contre cette malédiction que ces écrivains francophones écrivent. Malheureusement, ils sont lus en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, mais pas au Liban. Au Liban, pour engrosser l'amnésie, on nourrit les enfants et les adolescents uniquement au Maupassant, au Balzac, au Camus, et Stendhal et autres. On détourne le regard. On ne veut pas voir la guerre, on ne veut pas entendre la guerre, on ne veut pas parler de la guerre. Les trois singes. Qui font en sorte que les Libanais finissent par s'habituer à tout, par accepter tout, puisque Kater Khair Allah, c'est une expression libanaise, que le bien de Dieu augmente. Nous sommes toujours en vie. C'est ce que Boris Cyrulnik nomme la résilience, terme qui malheureusement rime horriblement avec absence, abstinence, déficience, ingérence, récurrence et obsolescence. Et compte de l'horreur, malheureusement aujourd'hui au Liban, la francophonie est en péril. L'anglais étant son hégémonie, il séduit par sa facilité. L'arabe, dans un élan nationaliste, tente de s'imposer. Prise en tenaille, la francophonie libanaise d'exception flétrit et se fane. Les médias francophones, télévision et presse ferment leurs portes les uns après les autres. Les maisons d'édition mettent la clé sous la porte. Les écoles publiques privilégient l'enseignement en anglais pour ne pas mettre les réfugiés syriens à la porte. Un enfermement total à tous les niveaux. Il faut savoir que parmi les pays du Moyen-Orient, le Liban s'est toujours distingué par 4 piliers. Le premier, son système bancaire infaillible. Aujourd'hui, il équivaut à monnaie de singe. Deuxième pilier, son système de santé. Aujourd'hui, les médecins et les infirmiers ont dénigré et le secteur est à bout de souffle. Troisième pilier libanais, le système éducatif. Aujourd'hui, les enseignants ont suivi les pas des médecins et des infirmiers. Guérisseurs des corps et des âmes voguent vers d'autres cieux. Quatrième pilier, la francophonie. Le quatrième pilier, qui si exceptionnel qu'il soit, comme j'ai tenté de vous le montrer pendant tout ce discours, s'effrite progressivement. Sa disparition signifiera celle de l'identité de tout un pays qui deviendra tout simplement une simple réplique de tous les pays qui l'entourent. À moins que le mythe du phénix, si attaché à l'existence du Liban, ne flamboie à nouveau et que des cendres renaissent enfin l'exception. Je vous remercie.